je laisse la parole maintenant à Stéphane Blanchenet, président du comité directeur d'Action française, qui est lui-même professeur à Lyon. Voilà, je vais éloigner l'objet maudit. Oui, c'est insupportable, c'est tout insupportable. Et qui va nous parler de Maurras, l'homme de l'ordre. Alors, je crois qu'il faut porter bien la voix. Vous entendez dans le fond? Non, oui, très bien. Oui, bon, alors allons-y. Bon, on va faire un petit effort alors. Je remercie Hilaire de m'avoir proposé ce sujet, parce qu'avec l'ordre, il me semble qu'on est vraiment au principe de la pensée maurassienne. En revanche, je dois reconnaître que le moment n'est pas forcément le meilleur, donc j'essaierai d'être bref. En fait, je vais vous proposer deux parties en réalité. Une longue introduction, relativement longue, pour expliquer ce que je conçois du rapport de Maurras à l'ordre, comment j'envisage, comment je vois ce rapport. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, j'illustrerai cette idée par des citations. Voilà. Vous voyez, ce sera simple. D'abord une partie d'explication, ensuite des citations, et des citations que je commenterai aussi un petit peu. Mais je vous aurais donné finalement l'intelligibilité de la chose avant. Voilà. Donc, je commence par exposer cette vision. En trois temps, si vous voulez, c'est une sorte de parcours en trois temps. Le point de départ, le premier temps, me semble-t-il, c'est l'expérience de la beauté de l'ordre. Voilà, Maurras a fait très tôt cette expérience de la beauté de l'ordre. Vous connaissez aussi la formule de Saint-Augustin, la tranquillité de l'ordre. Là, je parlerai pour Maurras de la beauté de l'ordre, c'est-à-dire qu'il y a un lien étroit entre poétique, esthétique et politique chez Maurras. C'est une évidence. Alors, tout à l'heure, dans la première intervention, on parlait des faux Maurras, et il est vrai que c'est un reproche, c'est un des faux Maurras, de dire donc Maurras finalement a fait de la politique à partir de l'esthétique. Alors je pense que tout dépend de la conception, de la définition que l'on a de l'esthétique. Là, je pense qu'il faut vraiment concevoir l'esthétique du point de vue philosophique, si vous voulez, en se référant à ce qu'elle signifie dans la tradition philosophique occidentale depuis Platon, disons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'arbitraire, ce n'est pas une question de goût, simplement. Voilà, c'est une conception très haute de l'esthétique. Mais il me semble que, pour le coup, il y a une vérité dans cette idée que, chez Maurras, l'esthétique est première. Il y a donc une expérience de la beauté de l'ordre. Et j'illustrerai cette idée par deux citations qui font référence, on pourrait dire, à des expériences mystiques. Vous voyez, là aussi, il faut s'entendre sur les mots. Il faut débarrasser le mot mystique d'un certain nombre de connotations et le prendre pour ce qu'il signifie. C'est la fusion. La fusion avec le cosmos, la fusion avec l'univers, son harmonie. Et Maurras rapporte dans des textes cette expérience mystique de révélation de la beauté de l'ordre. Et je ferai référence, donc je citerai un extrait de la première lettre des Jeux Olympiques, qui figure dans Antinéa, et un extrait de la troisième nuit de Provence, qui figure donc dans les 4 nuits de Provence, que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans la récente réédition des œuvres de Maurras. Ceux qui connaissent bien Maurras savent qu'il s'agit de la fameuse nuit du Tolonais. Voilà pour le point de départ, le premier temps. Le deuxième temps, je dirais, c'est le passage de la beauté de l'ordre à
la bonté de l'ordre. Alors là aussi, il faut travailler sur le vocabulaire. La bonté de l'ordre, ça n'est pas au sens moral. Tout à l'heure, Jean-Philippe, je ne sais plus à propos de quelle expression, disait non, pas au sens moral. Là, c'est un peu la même chose. C'est pas au sens moral, c'est pas la générosité, c'est la bonté vraiment au sens du bien, ce qui est l'objet d'un appétit. Hein. Voilà. C'est-à-dire, là aussi, je renvoie un petit peu à on va dire, la psychologie qu'on trouve chez les philosophes, si vous voulez. Hein. C'est-à-dire que le beau est l'objet de la connaissance, hein, alors que le bien ou le bon est l'objet de l'appétit ou de la volonté. Oui. Donc là, on retrouve aussi un petit peu la théorie platonicienne, aristotélicienne et également scolastique, vous savez, des transcendantaux. Hein. C'est-à-dire que quand on parle de l'être, qui est la notion la plus élevée, la notion métaphysique par excellence, eh bien, on peut dire des choses de l'être. Et ce que l'on peut dire de l'être en général, s'appliquant à tous les êtres, c'est ce que la philosophie appelle donc les transcendantaux. Alors selon les auteurs, on trouve parfois des listes différentes, mais vous savez, il y a l'unité, la vérité, l'être est un, en tant qu'être, il est vrai parce qu'il est, et il est également bon. L'être est bon. Vous voyez, pour ceux qui connaissent un petit peu la philosophie de saint Thomas d'Aquin, le mal n'est qu'une absence d'être, un manque d'être. Mais un être, un étant, si vous voulez, en tant qu'il est bon. Son être, c'est ce qui le limite, qui est mauvais. Même si vous allez voir aussi tout à l'heure, dans les citations, c'est un autre sens, que la beauté et l'harmonie chez Maurras vient des limites, justement, de la limite. C'est par opposition à l'indéfini. Bien, je me rends compte, en fait, je suis en train de faire un exposé un petit peu abstrait, peut-être un peu métaphysique, mais voilà. Donc, vous voyez ces catégories que sont les transcendantaux. Et parfois, on va distinguer, donc, en ce qui concerne la bonté de l'être, on va distinguer donc sa beauté, et là on est dans l'esthétique, et ce qu'on pourrait appeler strictement sa bonté. Et ça rejoint ce que je vous disais précédemment sur le fait qu'on envisagera avec la beauté les choses sous l'angle de la connaissance, et la connaissance, c'est-à-dire qu'on contemple la beauté, alors que pour la bonté, c'est la volonté, c'est l'appétit. Et je vous montrerai, mais ce sera très bref, parce que je me contenterai de citer un exemple que vous connaissez tous, qui est la prière de la faim, que Maurras avait l'appétit de l'ordre. Vous voyez, la logique que j'essaie de vous montrer, c'est que Maurras a contemplé l'ordre, il a aimé l'ordre, la beauté de l'ordre, et ensuite il en a eu l'appétit, il était avide d'atteindre cet ordre, de rétablir cet ordre, de l'illustrer, de le défendre. Si vous voulez, ça rejoint le jugement de Mistral sur Maurras, avec son jeu de mots sur mot, race, le mal rassasié, celui qui est avide, qui est insatiable, qui a une grande volonté. Il en était question aussi en écoutant les gens qui m'ont précédé ici, il était question de cette énergie qui est maurassienne jusqu'au bout, jusque dans ses dernières années et ses écrits extraordinaires qu'il a fait quand il était en prison. Donc voilà, deuxième temps, passage de la beauté de l'ordre à l'ordre comme objet d'appétit. Et enfin, troisième temps, le fait que l'ordre, Maurras, c'est lui-même limité dans son approche de l'ordre. Il a voulu circonscrire son idée de l'ordre à un domaine précis, qui est le domaine politique. C'est-à-dire que, là je ne vais pas
revenir à nouveau sur la question qui a été abordée tout à l'heure de la perte de la foi, des relations entre Maurras et la religion. Mais voilà, il a répété très souvent qu'il restait au bord je crois que c'est le mythe tentateur, ça c'est dans la lettre à Boutan, qui est la métaphysique proprement dite. Donc Maurras il avait, on voit dans sa poésie notamment, il avait une aspiration à un ordre total, mais il a dans son œuvre politique, il a voulu se limiter volontairement, et donc sa contemplation de l'ordre, comme son appétit, je reprends ma distinction, comme son appétit de l'ordre, il les a circonscrits au domaine politique. Mais, et c'est ainsi que je finirai, on retrouve dans sa vision de l'ordre politique les éléments des méditations que je vais citer au début, des méditations sur l'ordre en général. On va retrouver un certain nombre d'éléments de définition de l'ordre appliqués au domaine politique qui sont en réalité présents déjà dans ces fameuses expériences de la beauté dont j'ai parlé et que je vais vous citer maintenant. Alors prenons, c'est un colloque sur Maurras, donc je vais lire du Maurras. Prenons cette première lettre des Jeux Olympiques. Alors, vous connaissez le contexte, 1896, Maurras est envoyé pour couvrir les premiers Jeux Olympiques restaurés, qui ont lieu évidemment comme il se doit en Grèce, et il envoie une chronique sous forme de lettre à la Gazette de France où il raconte ces Jeux Olympiques. Et dans la première lettre, c'est le récit du voyage donc, qui l'amène en Grèce. Donc il est sur un bateau et il va faire une expérience que je qualifierais mystique, un mysticisme laïque, hein, mais voilà. Alors, et surtout esthétique. Alors, je choisis 3 paragraphes. Un paragraphe c'est un peu mon tort, je commente avant de lire moi, c'est un peu mal, mais bon, peu importe. Donc, vous avez un paragraphe, si vous voulez, où il contextualise, il place, il nous explique d'où part son regard, et ensuite vous avez la vision. Donc, il y a une sorte d'intuition du beau qui est une intuition empirique, et puis ensuite, on passe à une intuition plus intellectuelle, puisqu'il va terminer brièvement, mais par définir en quoi consiste cette beauté qu'il a perçue. J'ai pour cellule la terrasse supérieure du bateau qu'on appelle, je crois, en termes de marine, la seconde passerelle. Le commandant a bien voulu me la concéder. C'est un lieu interdit pour l'ordinaire aux passagers. Le personnel du paquebot y monte rarement pour la besogne du service. De cette solitude se découvre d'abord tout ce qui paraît sur la mer. On voit changer le temps, fumer la cheminée ou blanchir l'extrême voilure des vaisseaux éloignés. Ce que j'aime le mieux, c'est le cercle parfait de l'eau lorsque le ciel est pur et la mer sans aucun rivage. Fin de ce premier paragraphe. Rien de moins monotone. Cet azur ne cesse de varier. Avant-hier, c'était un bleu dur, éclatant, presque comparable à l'azur profond d'une pierre bleue. Hier, en vue de la Sicile, tout s'était attendri, subtilisé, évaporé. L'eau semblait du nuage, le nuage de la clarté. Et cette clarté, même mourant de sa propre splendeur, les vagues et les côtes perdaient leur relief, semblaient peintes ou dessinées, mais en lignes de feu. Et ces lignes, il est vrai, d'une simplicité et d'une élégance suprême. Troisième paragraphe, et là on va passer de la contemplation au raisonnement, même si c'est très bref. On dit qu'une mer sans rivage est un reflet de l'infini. Je comprends de moins en moins la comparaison. En vérité, rien n'est plus fini que la mer. La séparation d'un ciel pâle d'avec cette mer plus foncée donne au contraire la pensée de la plus ferme des figures. Ce beau disque d'azur est tout à fait géométrique. Il est vrai que deux artistes supérieurs
le soleil et le vent, ne s'arrêtent jamais d'en peindre ni d'en modeler la face étincelante. Ils donnent une vie divine à cette beauté si humaine. Donc là, vous avez quelque chose d'assez extraordinaire, parce qu'effectivement, Maurras va aller à l'opposé de la méditation traditionnelle, enfin, traditionnelle, c'est relatif, elle est surtout romantique en fait, hein. Il va à l'opposé de la méditation romantique sur la mer, et la mer comme expression, comme figure de l'infini. Maurras, il voit au contraire la figuration du fini, du limité, de ce qui est ordonné par une limite. Voilà. Et ça, et c'est de cette limite, qui est donc la séparation de la mer, de l'eau et du ciel par l'horizon, c'est de cette limite que découle la beauté du monde, qui est donc une beauté ordonnée. C'est l'ordre porté par la limite qui fait la beauté du monde. Voilà pour cette première citation. La deuxième, elle se complète bien, parce que dans la deuxième, si vous voulez, la partie contemplative est plus réduite, et la partie explicative plus importante. C'est donc ça se trouve donc dans la troisième nuit de Provence. Puisque là, il insiste sur les conséquences qu'il tire de cette observation. Alors on commence un peu toujours de la même manière, par un contexte, même si je n'ai pas du contexte de ce lieu en fait où il est là. Je vais quand même le dire parce que c'est important, c'est comme d'expliquer qu'il va en Grèce pour la Gazette de France. Là, Maurras passe son bac et il va passer quelques jours de retraite. C'est une retraite spirituelle, même s'il n'est pas beaucoup question dans le texte des prédications qu'il a pu recevoir. Mais voilà, d'ailleurs il le dit lui-même, il y a une grande liberté finalement, ça rejoint le propos précédent, chez ces religieux qui sont ses maîtres en fait, donc les maîtres de son collège, qui l'emmènent donc dans ce lieu de retraite, puisqu'il prend avec lui un certain nombre d'ouvrages, et la plupart des ouvrages qu'il cite sont des ouvrages tout à fait profanes, de littérature notamment, et donc il se promène, voilà. Donc il est en retraite spirituelle l'année de son baccalauréat, et il se promène dans la nature, et dans ce lieu qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs, donc je ne sais pas exactement, les gens du coin pourront le dire, Saint-Joseph-du-Tolonnais, voilà. Donc c'est dans ce lieu près d'ici qu'il a cette nouvelle expérience dont il va tirer aussi une vision et une conception de l'ordre. Ainsi, sous la tenture de cet air sombre, la campagne se soulevait avec moi, et tout comme moi. Je la sentais monter, comme si elle n'eût rien été que la suite de mon regard, que j'offrais tout entier, lisse, nu, grand ouvert, à tout ce qu'épanchaient de grave et que pleuvaient de beau les cataractes du firmament, pleines d'autant de vœux et d'appels que d'étoiles, et qui semblaient crouler du poids de leurs promesses sous les innombrables configurations du vrai bien. Ainsi versée et répandue, cette large nuit de printemps dut remuer quelqu'une des semences de poésie dont rien ne m'a pu délivrer. Probablement aussi versa-t-elle un peu de raison. Vous voyez toujours cette articulation. Sans conseiller ni suggérer un système de hiérarchies inflexibles, l'ordre supérieur de ces beaux cercles de lumière, vous remarquerez le motif du cercle qu'on retrouve ici, qu'on a déjà vu tout à l'heure, m'aura textuellement révélé les hautes maximes qui servirent depuis à me dégager jusqu'à m'en dégoûter de l'inextricable malaise qu'impose ou suscite l'enflure de l'orgueil, les fermentations de la brigue, les fumées des espoirs et des vœux de domination. Dans un premier temps, la conséquence qu'il tire de cette méditation, de cette contemplation, n'est pas d'ordre politique ou métaphysique, mais plutôt d'ordre moral, pour le coup au sens ordinaire du terme. Mais il continue. 5 ans plus tard, la même réflexion fut poursuivie et complétée sur la terrasse du château de Pau.
fait allusion à une période. Dès cette nuit du Tolonais, on y revient, je nommais par leur nom les bas lieux d'où m'avait chassé mon mouvement, mon mouvement le plus naturel. Ce sont les lieux où l'on contracte comme une maladie l'habitude et le goût de se tenir pour mesure de soi et pour soleil du monde. On retrouve le soleil. Le soleil est là-haut, que nous ne créons pas, ni ses sœurs les étoiles. C'est à nous de régler au céleste cadran, comme au pas de nos idées mères, la démarche de notre cœur et de notre corps. Nous ne nous possédons qu'à la condition d'acquérir la notion de nos dépendances pour conserver un sens de la disproportion des distances de l'univers. Si en présence de ces vastes éloignements, il nous était permis de nous contenter de nous-mêmes, ne serions-nous pas de premières dupes? Rien ne contente et ne rassasie que le ciel. Et donc, vous voyez, toujours, on retrouve cette cohérence des images avec le ciel et le cercle figurant donc une limite, produisant un ordre. Et ici, évidemment, l'explication est un peu plus longue, puisque vous avez l'idée de hiérarchie, l'idée de dépendance qui sont précisées. Et évidemment, cette limite, ces hiérarchies et ces dépendances seront les formules de l'ordre politique de Maurras, que nous citerons tout à l'heure. Voilà. Alors, je passe, les citations sont un peu longues, je passe à mon deuxième temps. Et alors là, la citation est très brève. De la beauté de l'ordre, donc, à l'ordre comme objet d'un appétit insatiable. Écoutez, nul besoin effectivement de très long développement. Prenons ce poème qui est sûrement le plus connu de Maurras, qu'on retrouve là aussi dans cette édition. Ils l'ont mis avec la poésie qui est au milieu plutôt du recueil, mais à la fin, à la toute fin, c'est légitime. Et c'est cette fameuse prière de la fin, que je ne vous citerai même pas en entier, mais simplement les deux premières strophes et la dernière. Parce que vous y avez toute la psychologie de Maurras et toute cet appétit, cette avidité de l'ordre qui a fait de lui un combattant de l'ordre. Bon, c'est tellement connu. Seigneur, endormez-moi dans votre paix certaine, entre les bras de l'espérance et de l'amour. Ce vieux cœur de soldat n'a point connu la haine, et pour vos seuls vrais biens a battu sans retour. Le combat, je vous fais un vrai champ lexical là, en insistant sur les termes, le combat qu'il soutint fut pour une patrie, pour un roi les plus beaux qu'on ait vus sous le ciel, la France des Bourbons, de Mesdames Marie, Jeanne d'Arc et Thérèse, et Monsieur Saint-Michel. L'amour, la haine, l'espérance, les biens, le combat, voilà, j'insiste pas. Hein. C'est la passion de l'ordre de Maurras. Et la dernière strophe, comment croire, alors vraiment c'est la plus intéressante je trouve, comment croire Seigneur pour une âme que traîne son obscur appétit des lumières du jour. Voilà, ce vers m'intéresse plus particulièrement. Seigneur, endormez-la dans votre paix certaine entre les bras de l'espérance et de l'amour. Son obscur appétit des lumières du jour. Alors, aujourd'hui, dans le cadre de cet exposé, je tire ce vers dans le sens de mon propos un petit peu, en disant, voilà, c'est l'appétit de l'ordre, et c'est cette lumière du jour, c'est cet ordre dont on a parlé. Mais en fait, je pense que c'est quand même la bonne interprétation, parce que là, je pense que je parle sous le contrôle d'Hilaire qui a beaucoup étudié, donc qui a vraiment beaucoup étudié les contes du chemin de paradis. On trouve dans les contes du chemin de paradis cette relation difficile, conflictuelle de Maurras avec l'absolu, l'au-delà, l'infini, l'indéfini, et une affirmation, à l'inverse, d'un amour du fini, du monde, on pourrait dire sublunaire, hein, ce monde d'ici-bas. Hein. C'est à ce monde-là que va
son amour, hein, l'amour des femmes, l'amour l'amour des femmes et des femmes sous l'angle le plus érotique d'ailleurs. Vous avez aussi dans cette édition quelques poèmes érotiques inédits, c'est assez intéressant, et l'amour de la nature, l'amour des choses sensibles, hein. Et Maurras a la hantise de la destruction de ce qui est, de ces choses finies, de ces choses limitées. Il a du mal avec l'idée d'un dépassement de cette condition. Et c'est donc pas sa seule surdité qui l'oppose à la vision chrétienne. Il y a quand même quelque chose aussi de cet ordre-là. Mais, je reviens à mon propos, justement, cet ordre du fini, cet ordre des choses que l'on a sous les yeux, de l'expérience sensible, eh bien, il en avait l'appétit et il a voulu les défendre à travers la politique. Voilà. C'est un petit peu confus peut-être, mais je vais justement m'en servir comme transition vers la politique. Donc, troisième temps, la politique. Alors, ce sera là aussi, je vais essayer d'être très bref également, parce que, si vous voulez, le deuxième texte que j'ai prévu de lire, finalement, va mener à illustrer la conception que Maurras a de l'ordre politique à travers la formule de l'autorité en haut et des libertés en bas. Donc, ça a été quand même longuement expliqué et développé par Jean-Philippe. Donc, je ne vais pas développer beaucoup là-dessus. En revanche, sur la première citation, qui est tirée, les deux sont tirés de l'ordre et le désordre, mais la première me paraît particulièrement intéressante parce qu'elle parle de l'égalité et des hiérarchies. Et là, on va retrouver dans l'ordre politique la conception maurassienne dont on parlait à propos de l'ordre de l'univers. Alors, et là, je marquerai d'ailleurs une petite différence avec ce qu'a dit le premier orateur sur la question de l'inégalité. Parce que, en fait, l'inégalité est un bien chez Maurras. Hein. Elle est protectrice. Voilà, l'inégalité est un bien. Bon, alors, je finirai par ça. Alors, dès qu'on ne propose plus les idées de la Révolution, l'on cesse de rêver la constitution la plus idéale ou la plus libérale, on en parlait, ou la plus humaine, mais on cherche quelle serait la plus utile et celle qui ferait la meilleure distribution des forces d'une race ou d'un peuple déterminé. Les idées d'autorité, de hiérarchie et d'aristocratie se présentent d'elles-mêmes à la pensée comme les conditions naturelles de l'ordre. Il est certain qu'un esprit supérieur peut être borné. Alors là, je m'arrête un peu parce qu'on va trouver cette fameuse limite, la borne. Hein. Là aussi, il faut prendre borné, peut-être sans les connotations péjoratives. Hein. C'est vraiment borné qui a une borne. Hein. Il est certain qu'un esprit supérieur peut être borné. Il ne l'est pas moins qu'un esprit inférieur est presque toujours sans limite. Vous voyez, l'esprit supérieur borné est meilleur que l'esprit inférieur sans limite. C'est faute de limite qu'il manque de justesse, l'esprit inférieur. C'est faute de limite qu'il manque de justesse, de précision et de vigueur. Ne vous offusquez jamais du reproche d'étroitesse. L'indéfini, c'est le néant. L'indéfini, c'est le néant. Ça se passe de commentaires par rapport à ce que je vous citais tout à l'heure. La générosité comme la liberté ne sont pas les qualités de l'intelligence. C'est à la volonté, c'est au cœur qu'elles ont rapport. Vous ne diriez pas des volontés ou des sentiments exacts. Pourquoi laissez-vous dire une idée libérale, une conception généreuse ? L'esprit peut et doit être animé de la ferme volonté d'examiner le plus profondément possible le plus grand nombre des réalités concevables. Quand il fait sa fonction d'esprit, il se concentre, il se resserre aussi étroitement qu'il le peut. Qu'il s'agisse d'atteindre une étoile ou un infusoire, la méthode de l'intelligence est d'exclure, de circonscrire et de définir. C'est à la rêverie de flotter dans le vague. La raison se fixe
ou travaille à se fixer, à moins que de déraisonner. L'objectif idéal des sociétés ne doit être placé ni dans l'égalité, ni dans l'inégalité de qui que ce soit. On pourrait croire qu'il les met sur le même plan, mais ce n'est pas tout à fait vrai. L'objectif idéal des sociétés, c'est leur prospérité générale, le bien commun, et non l'usage de tel ou tel moyen en vue de ce but. L'égalisation, l'inégalisation, aussi bien que l'assujettissement et l'émancipation, sont de simples moyens et nullement des buts. Ils varient donc avec le temps, les lieux, les circonstances. Tantôt, il faut que la fortune et les conditions soient un peu nivelées, leurs différences extrêmes nuisant au bien public. Il y a une belle coquille dans l'édition, il y a unissant à la place de nuisant. Tantôt, ce même bien exige que des fossés soient creusés, des distances marquées et des différences sociales senties. Nous sommes ici dans le domaine de ce qui doit être le domaine de l'art politique. Rappelez-vous le texte initial de la méditation de la première lettre des Jeux Olympiques, où vous aviez à la fois la limite et le fait de circonscrire, et vous aviez aussi l'art. C'était le vent et le soleil qui étaient les artistes. Eh bien, là aussi, vous avez l'art politique qui va consister à mettre cet ordre. Donc on retrouve les mêmes éléments. Et j'ajoute, parce que je n'avais pas prévu de le citer, mais c'est pour revenir sur ce statut de l'inégalité par rapport à l'égalité, qui sont rejetés, qui sont vus ici comme des moyens, semble-t-il, indifférents. Tantôt, je paraphrase Maurras là, mais tantôt il faudra plus d'égalité parce que les inégalités étant trop fortes. Vous voyez, toute la question sociale est résolue dans ce texte. Il faudra parfois plus d'égalité parce que les inégalités étant trop fortes, elles nuisent à l'intérêt général, elles nuisent à la concorde, elles nuisent à l'unité, on comprend très bien. Si vous voulez, c'est ça le socialisme de Maurras, ni plus ni moins, c'est pas autre chose. Si les inégalités sont de nature à provoquer des révolutions, eh bien, il faut absolument les réduire. Voilà, tout simplement. Donc, et à l'inverse, quand l'égalité est un frein, quand elle paralyse, quand elle nuit elle aussi au bien commun, eh bien à ce moment-là il faut favoriser les inégalités. Oui, c'est aussi simple que ça. Mais quand même, et donc on est dans cet art politique, mais quand même, j'ajoute, je continue la citation, mais la science politique n'en établit pas moins que l'inégalité est à la base même de la vie sociale, comme elle est déjà à la base de la vie physiologique. On rejoint la nature, l'ordre du monde. Elle enseigne de plus en plus, que tout progrès est né de l'inégalité. Dans une société d'égaux réels, on commencerait par s'entretuer. L'inégalité est un fait, mais nous voulons qu'il soit tout d'abord reconnu comme un fait vital, un fait hors duquel il n'y a point de vie possible. Donc voilà, il y a l'inégalité fait partie de ces qualités de l'ordre, alors que l'égalité ne jouit pas, chez Maurras, évidemment, du même statut. Donc je pense que pour comprendre cette conception de l'ordre comme quelque chose de hiérarchique, il était intéressant d'en passer par cette citation. Et la deuxième citation, vraiment très, très courte, c'est l'autorité ont les libertés en bas, si vous voulez, mais formulée un peu autrement, peut-être même dans une formulation plus intéressante, mais qui nous montre que dans l'ordre politique, dans l'ordre politique français, c'est la royauté qui est la bonne mesure, la bonne limite, et également l'artiste qui peut produire l'ordre. Voilà, la voilà. Le seul État français qui ait le sens commun comporte au centre un roi puissant, à la périphérie des organisations autonomes. En effet, notre État doit être fortifié tout autant que limité, et limité tout autant que fortifié. Voilà. Donc ça rejoint, et je ne vais pas développer plus longuement puisque ça a été fait, ça rejoint cette conception très originale, très fine
de l'ordre est exclusivement française qu'à Maurras, et qui consiste donc à équilibrer l'autorité et les libertés. Voilà, je vous remercie.